Bonjour tout le monde. Alors, comme suite normalement de la partie de cours d'initiation de dessin, on s'est arrêté la dernière fois dans l'application sur l'échelle. Voilà, je rappelle déjà que dans la partie de la première question, la question il dit que combien ça va mesurer un mur de 3 mètres dans un plan à échelle 1/50. Bien sûr, là, je dois faire attention à l'échelle normalement de plan qui est 1/50. Voilà, c'est une échelle de réduction. Alors, c'est-à-dire que on fait un mur qui mesure en réalité 3 mètres et doit être réduit 50 fois pour être tracé sur un plan à l'échelle 1/50. C'est-à-dire que je dois diviser les 3 mètres 50 fois, c'est-à-dire 3/50, ou bien d'une autre façon, donc je dois multiplier par l'échelle sur le plan, c'est-à-dire 300 cm qui est de 3 mètres fois 1/50. Donc ça va me donner un résultat en centimètres parce que j'ai converti le 3 mètres vers le centimètre. Si j'ai gardé 3 mètres, donc 3 fois 1/50, ça va donner 0,06 mètres qui est 6 cm. Et comme deuxième question, alors là, je mesure 5 cm sur un plan dont l'échelle est 1/20. Donc combien je dois mesurer, ou bien combien je dois tracer sur un autre plan, cette fois avec une échelle de 1/50. Alors là, je dois faire attention parce qu'en fait, je suis en train de manipuler deux plans. Le premier plan, c'est de l'échelle 1/20. Le deuxième plan, c'est de l'échelle 1/50. Alors, l'information que j'ai, c'est que j'ai 5 cm sur le premier plan de 1/20. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois convertir le 5 cm vers la réalité, c'est-à-dire combien ça doit refléter dans le cas réel. Alors, l'échelle, c'est 1/20, c'est une échelle de réduction. Ça veut dire que cette valeur, il correspond à la réduction de 20 fois de la valeur réelle. C'est-à-dire on peut revenir à la valeur réelle, donc je dois multiplier par 20. Voilà, donc 5 fois 20. Donc 5 fois 20 divisé par 1. Parce qu'en fait, c'est comme je dois diviser par l'échelle qui est 1/20, c'est comme je dois multiplier par 20. Donc j'aurai 100 cm qui reflète 1 mètre. Alors par la suite, je dois savoir combien je dois tracer sur un autre plan, cette fois à l'échelle 1/50. Alors je sais très bien que le cas réel, ça me donne 1 mètre. Alors pour faire passer ce résultat sur un plan de 1/50, c'est-à-dire que je dois diviser la valeur par 50, parce que c'est une échelle de réduction. Alors 100 fois 1/50, ça va donner 2 cm. Alors la réponse, bien la bonne réponse, c'est que je dois tracer sur le deuxième plan 2 cm. Alors 5 cm dans un plan 1/20, 2 cm sur un plan 1/50. Donc d'une manière générale, comme règle, c'est que si on cherche la dimension dessinée, donc c'est la dimension réelle fois échelle. Si on cherche la dimension réelle, c'est la dimension dessinée divisée par l'échelle. Alors ceci, vous pouvez l'avoir justement par règle de 3 de la définition de l'échelle. Je peux revenir ici, voilà, c'est ça. Si on cherche la dimension dessinée, donc c'est la échelle fois dimension réelle. Si on cherche dimension réelle, c'est dimension dessinée divisée par échelle. Voilà. Donc on était là. Excusez-moi, très bien, c'est ici. Voilà. Donc là, dans tous les cas, il faut exprimer la dimension réelle et la dimension dessinée avec la même unité, comme on a fait tout à l'heure. Parce qu'en fait, toutes les échelles, ce sont des rapports adimensionnels. Vous pouvez constater 1/50, il ne contient pas d'unité. C'est-à-dire 1 mètre sur 50 mètres, toujours. 1 cm sur 50 cm. Pareil. Donc, exercice, ceci, en fait, je l'ai inséré, les corrigés de ces exercices vers la fin du cours. Pareil ici. Voilà, un résumé.
Alors pour les matériels de dessin, donc je rappelle que ça c'est IKER 45 degrés dans les deux côtés. Donc 45 degrés ici, 45 degrés ici, donc et 90 là. Pour l'IKER, c'est ce qu'on appelle 60-30. Donc ici c'est 30, là c'est 60 degrés, ça c'est toujours 90. Donc, ça ce sont les deux équerres. C'est là c'est IKER 45 degrés, c'est là c'est IKER 60-30 degrés. Voilà, ça c'est compas avec son rallonge. Voilà, normalement ça sert d'appliquer le rallonge à la tête qui contient ça veut dire le traceur ou bien tête nue. Alors tête nue, ça doit poser ici. Je dois prolonger un peu le rayon normalement pour tracer des cercles à grand diamètre ou bien un grand rayon. Voilà, donc ça ce sont des règles. Ça c'est règles graduées, ça c'est règles triangulaires ou bien échelle à échelle multiple, c'est ce qu'on appelle les couches. Ça c'est T, ça sert pour tracer des parallèles. Ça, on le verra lorsqu'on parle de planche à dessin. Ça c'est trace à lettres. Voilà un T. C'est traces à lettres. Ça ce sont des traces de cercle, traces ellipses, des traces écrous, pour tout ce qui est industriel. Ça c'est rapporteur. Donc ça sert normalement pour tracer des angles différentes, n'importe quelle grandeur. Ça c'est ce qu'on appelle pistolet, parce qu'il a de la forme de pistolet, ou bien trace courbe. Voilà. Et d'autres outils en fait que je vous laisse la main normalement pour les savoir. Ça sert à pédographe, grattoir, cutter, bien voilà, scotch, gomme, des crayons. Voilà, c'est un rappel justement du matériel de dessin. Ça c'est planche à dessin. Vous pouvez l'équiper d'une règle en fait qui est coulissante et qui se déplace tout au long de planches dessin pour tracer des parallèles. Donc il joue le rôle de T. Voilà, règles parallèles, les équerres, des règles graduées, pistolet, compas et le rapporteur. Alors comme deuxième partie normalement de cours, on va parler des parties qui constituent la normalisation d'un dessin. Je cite le cartouche, les échelles, on l'a déjà abordé, les dimensions du papier à dessin, les traits, les écritures, les vues et les mises en page d'un dessin. Alors pour la nomenclature, en fait, c'est sous forme de tableau généralement, et les données dans le dessin sous forme de tableau. Il regroupe toutes les repères des éléments de dessin, afin de donner bien sûr tous les renseignements nécessaires pour compléter le dessin. En fait, l'idée générale normalement de la nomenclature, c'est pour ne pas trop charger le dessin. Donc on va associer quelques repères, ce sont des chiffres, des numéros qui sont cerclés avec une flèche qui indique la position de repère. Par la suite, ces numéros, ils sont toujours rapportés dans un tableau pour désigner leur signification et plusieurs informations sur ces éléments-là. Donc c'est le rôle de la nomenclature. Alors, je dis en fait que c'est un tableau qui complète le dessin d'ensemble en dressant la liste de tous les éléments constitutifs de systèmes dessinés, à savoir des pièces, composants standards. Chaque élément est répertorié, numéroté, classé et tous les renseignements nécessaires le concernant sont indiqués. Je parle de repères, nombre, désignation, matière, observation, ainsi de suite. Je cite à titre indicatif aussi que dans les plans généralement, en fait les plans, on trouve en fait ce symbole, c'est ce qu'on appelle rose divan. Donc et ça, en fait, elle sert à donner de l'orientation à votre plan pour savoir est-ce que votre maison il est orientée sud, bien sud-ouest, bien vers le nord, ainsi de suite. C'est pour savoir en fait la position, par exemple, de poser les panneaux photovoltaïques, parce qu'on sait très bien que les panneaux photovoltaïques ou bien les panneaux solaires se sont mis toujours vers la direction sud pour capter le maximum
le rayon de soleil. Voilà, donc ça sert généralement pour savoir l'orientation de votre ouvrage, de votre bâtiment, de votre projet. Voilà, alors ça c'est coupe d'un poteau. Il y a les armatures, la nomenclature elle est là. C'est sous forme de tableau, désignant bien sûr la désignation des barres, la longueur et la forme de façonnage. C'est-à-dire la façon comment on va fabriquer ces armatures. Voilà, les éléments de la nomenclature, on va trouver un repère numérique pour identifier l'élément. C'est toujours un numéro qui est en théorie d'un cercle avec un flèche. La désignation de l'élément, ça veut dire son nom, désignation, et ça sert à quoi? Le nombre de pièces, donc combien de le projet par exemple, ou bien la partie de projet, combien de pièces il contient en fait. C'est-à-dire le nombre de pièces qui contient cet élément d'ouvrage ou bien dans l'ouvrage tout entier. Des renseignements jugés nécessaires bien sûr pour comprendre la matière, l'état de livraison, la masse, etc. Les nomenclatures peuvent être placées sur des feuilles un peu séparées. C'est une solution préférée bien sûr pour alléger un peu votre dessin. Et en fait c'est toujours préféré dans le cas où votre nomenclature elle contient plusieurs éléments. C'est-à-dire pas la peine que vous chargez votre dessin avec une nomenclature très grande. Donc c'est préférable de la mettre séparée et indépendante. Donc un exemple bien sûr, il y a des repères ici. Par exemple numéro 6, il est là. C'est toujours des écrous, sont de nombre de 6, ce qu'on appelle les tirants. Matériaux, c'est inox. Ainsi de suite. Bien sûr, vous pouvez mettre un coup d'œil en mettant pause de la vidéo pour lire attentivement un peu cet exemple de nomenclature. Donc, comme vous pouvez constater, il y a des numéros qui sont mis en repère. Bien sûr, pas la peine qu'on le cercle, c'est pas toujours, mais l'essentiel c'est que ça doit refléter un emplacement dans le dessin pour donner le maximum d'informations sous forme de tableau. Alors je passe pour la deuxième partie ça veut dire d'un dessin normalisé, c'est ce qu'on appelle le cartouche. Alors le cartouche, il faut mettre dans la tête toujours que le cartouche, c'est la carte d'identité de dessin. Voilà, c'est la carte de visite ou bien la carte d'identité d'un dessin à travers laquelle il renseigne le maximum d'informations, à savoir l'échelle principale, titre de dessin, donc il s'agit de quel projet, de quel dessin, de quelle pièce. Pardon. Voilà. Les symboles de normalisation de disposition des vues, format de papier, ça on le verra par la suite, c'est-à-dire est-ce qu'on est en train de dessiner dans un format A0, A3, ainsi de suite. Éléments d'identification, alors ou bien si on parle, vous pouvez avoir aussi l'information sur l'avancement de projet. Est-ce que c'est un dessin d'esquisse, est-ce que c'est un dessin qui fait partie d'avant-projet sommaire, ou bien dans l'avant-projet définitif, ou bien dans le dossier d'exécution ou bien de consultation de l'entreprise. Voilà, c'est un exemple de cartouche. Vous pouvez constater qu'on parle de format, titre adresse, si on a par exemple de bureau d'études, bien de dessinateur, titre de projet, année, vous pouvez avoir le nom, prénom de dessinateur ici, contenu de plan, donc il s'agit de quoi, numéro de plan si on a plusieurs, la date de création, la date de modification, bien la date d'édition. Alors un exemple, par exemple de format papier A4 en mode portrait, vous pouvez constater la position de la nomenclature, du cartouche, juste en bas, contient plusieurs lignes. Voilà, pareil, donc il y a l'emplacement pour logo, échelle, la date, le dessinateur, repérage si on a sous forme de petite nomenclature, des titres, des compteurs, format. Voilà. Alors je passe vers la troisième axe qui est les traits. Alors on sait très bien qu'on aura besoin d'utiliser des traits pour dessiner des parties de l'ouvrage. Alors certainement, vu qu'il y a plusieurs types de traits,
C'est-à-dire que chaque trait a son nomination, son utilisation, ainsi de suite. Alors, ce que vous voyez ici, justement à gauche, c'est un trait fort, continu fort. Ben, il est continu et fort. Ça, c'est très continu, mais il est fin. Ça, c'est interrompu, mais fort aussi. Ça, c'est interrompu, fin. Ça, c'est mixte fin. Ça veut dire qu'il contient un trait lent, très court, très lent, très court, ainsi de suite. Ça, c'est mixte fort. Bien sûr, c'est la même chose, sauf que la taille ou bien l'épaisseur de trait, il est plus important que mixte fin. Ici, mixte fin de tirer. Donc, je fais tirer lent et deux tirer lent, deux tirer, ainsi de suite. Ça, c'est continu fin à main levée. Ça veut dire qu'on le fait avec la main, sans instrument. Par contre, ça, c'est continu, en fait, c'est continu fin droit avec des zigzags. Normalement, ça sert pour faire des coupes. On le verra par la suite. Alors, pour bien présenter, bien sûr, un dessin, on va se baser sur deux paramètres pour distinguer entre les types de traits. Il y a la nature et l'épaisseur. Pour la nature, on peut parler de continu, un trait continu, ou bien un trait interrompu, ou bien un trait mixte. Voilà. Et pour l'épaisseur, il y a des traits forts et des traits fins. Bah, généralement, c'est 0,5, 0,7 mm, 0,2, 0,35. Voilà. Alors, vous pouvez constater un peu la différence entre les deux. Alors, d'une manière générale, l'utilisation de chaque trait, bah, vous pouvez faire pause normalement pour savoir un peu l'utilisation, mais j'aimerais bien que, en fait, que je passe vers la prochaine diapositive, comme ça, on verra l'utilisation des types des traits usuels. Voilà. Alors, les traits continus forts, pour présenter ce qui est vu. Alors, dans les parties ou bien les contours de l'objet qu'on voit, on doit les dessiner par un trait continu fort. Trait interrompu fin, si on parle des parties qui sont cachées, ça veut dire invisibles. Ce sont interrompus fin. Trait mixte fin, c'est pour présenter les axes de symétrie. Trait mixte fin pour présenter les axes de symétrie. Ça sert généralement pour tout ce qui est cercle, tout ce qui est sphère, tout ce qui est cylindrique, parce qu'il y a en fait une axe de révolution, ou bien c'est ce qu'on appelle ici l'axe de symétrie, pour dire que la projection de cet élément il est circulaire, ou bien il contient un élément de révolution, ou bien de symétrie. Alors il faut noter aussi que le trait continu fin, c'est pour, alors, vous pouvez constater qu'il est continu, mais au lieu de faire fort, il est fin. Dans ce cas-là, donc il sert à présenter les traits de construction, c'est-à-dire les traits auxiliaires sur lesquels on doit se baser pour faire le dessin. Alors ce sont des traits qui nous aident normalement pour faire le dessin correctement, et vers la fin on doit se débarrasser de ces traits, donc on doit les effacer vers la fin. C'est pourquoi on doit les tracer en fin, n'est pas en fort, pour ne pas laisser bien sûr la trace sur le papier. Comme ça, vers la fin, si on efface, donc on va pas laisser les traces de ces traits. C'est pourquoi j'insiste au fait, lorsque vous faites vos dessins, que vous faites toutes les traits que vous allez effacer par la suite, avec un trait trop léger, de ne pas bien sûr laisser la trace sur la feuille. Donc ce sont des traits continus fins. Alors sous forme d'exercice, on a des types de traits. Trait continu fort, trait interrompu, trait continu fin, trait mixte. Et en fait, ça veut dire les principes de ces traits, donc on doit l'utiliser soit dans les axes de symétrie, soit dans les lignes de cotation, soit les contours vus, les arêtes et contours cachés. Alors, je commence par trait continu fort. En fait, vous pouvez faire pause la vidéo normalement pour savoir, voilà, pour réfléchir un peu de la réponse, et vous faites passer pour savoir la réponse exacte. Alors, pour répondre à ça, le trait continu fort, ça sert normalement pour tout ce qui est contour vu. C'est pourquoi il est fort, et continu parce qu'il est visible. Trait interrompu, ça sert pour les arêtes et contours cachés. Trait continu fin,
c'est pour les lignes de cotation. Et trait mixte fin, c'est pour les axes de symétrie. Voilà un exemple normalement d'une coupe, d'une partie où on doit, en fait, on met, en fait, c'est comme si c'était tête de bus, comme ça, d'un dado, bien sorti d'un dado, exutoire. Et on va faire bien sûr une coupe par la suite pour dessiner en fait ce qu'on voit à partir de cette coupe. On doit respecter un peu les différents types de traits. Vous pouvez constater que ça c'est très fort ou bien très, ce qu'on appelle aussi très renforcé. Voilà, c'est ça, le 2, très renforcé. Ça c'est très fort continu. Ça c'est renforcé parce qu'en fait il touche le plan de coupe. C'est comme on a coupé l'exutoire de la moitié. Voilà, on aura comme ça. L'essentiel par la suite c'est de se concentrer sur ce type de trait qui est mixte fin. Alors ça sert pour tracer les axes de symétrie, parce qu'en fait ça je peux pas, dans cette vision ici, en se basant sur le dessin, je peux pas savoir s'il est circulaire. Mais si on voit cette trait mixte fin, c'est à dire que ça dans le carriel il est en fait il a un axe de symétrie ou bien axe de révolution, c'est à dire que il est circulaire. Dans le carriel vous pouvez voir ici que c'est circulaire. Voilà, pareil ici, hein. Donc un zigzag ici, ainsi de suite. Ça ce sont des repères. Donc un autre exemple qui sert de la même chose. Donc, je vous laisse la main normalement pour mettre un coup d'œil là-dessus, et je passe vers format de papier de dessin. Alors comme vous pouvez constater qu'il y a différents types de papier, en commençant de A0 qui est la plus grande, c'est de surface 1 mètre carré, jusqu'à le format A4 usuel que vous êtes en train d'utiliser tous les jours dans l'école. C'est format A4. Bien sûr, le format A4 il a de dimensions 294 dans la longueur, de largeur 210. Alors pour passer d'un format à l'autre, c'est très simple. Donc il faut toujours diviser la longueur la plus grande par 2. Alors le résultat que vous aurez, c'est plutôt la largeur de la taille suivante ou bien de format suivante. C'est-à-dire on va commencer de A0. Ici, voilà. Ici c'est la valeur la plus grande, c'est 1188 dans la hauteur. Alors dans la largeur normalement de A1, alors j'aurai la moitié de ça. Alors c'est 594. Bon, il est clair à partir jusqu'à en fait le format A3 pour passer de A3 vers A4. A3 il a 420 ici. Voilà. Dans la prochaine format, bien le prochain format c'est 210. Ça veut dire c'est la moitié de format précédente. Alors une manière pour faire des plis de plan, c'est-à-dire ça c'est format 0, la totalité. Et on va les plier pour avoir des formats A4. On va le mettre dans cette facette, ce qu'on appelle le cartouche. Alors généralement, tous les plans de génie civil, de bâtiment, d'exécution, ce sont de format 0 qui sont pliés de cette façon. Alors, emplacement de cartouche. Alors si on parle de cartouche, c'est toujours, il est positionné vers le bas. Si on est en train de manipuler un format A4, par exemple, en mode portrait, ou bien en mode paysage. Ça veut dire en mode paysage, c'est comme ça. Voilà. Portrait, ça veut dire que c'est en mode portrait de format A4. Alors la première des choses à retenir, c'est qu'on doit laisser un cadre, ou bien tracer un autre cadre de dessin pour laisser les bords de papier en fait qui sont réservés pour des systèmes de repérage. C'est-à-dire qu'on ne doit pas dessiner dans cette zone marginale, si vous voulez. Alors on doit laisser normalement 10 mm qui est de 1 cm dans les bords de papier. Alors la partie de dessin, donc elle est justement à l'intérieur de ce qu'on appelle le cadre de dessin. Alors le cadre de dessin c'est décalé de 1 cm des bords. C'est un décalage des bords vers l'intérieur bien sûr. Alors l'emplacement de cartouche c'est en bas.
Il contient 3 étages. Chaque étage c'est de 1 cm, c'est-à-dire que la longueur c'est 3 cm. Format A4, c'est 210 ici. Donc je dois enlever les 10 mm ici, 10 mm ici, c'est de 20. Moins, en fait, à soustraire de 210, donc il nous reste 190 dans l'espace de dessin ici. Donc voilà, comme vous pouvez constater que dans la zone marginale, normalement de 1 cm, ça sert pour faire un système de repérage. Ça veut dire on doit repérer le moitié de feuilles, comme ça, donc ça nous facilite un peu le repérage de l'espace de dessin. Alors on trouve les repères et les repérages de centrage, c'est ça. Alors généralement, par la suite, on va parler de système de centralisation d'un dessin dans l'espace de dessin, pour savoir un peu comment calculer les espacements qu'on doit laisser ici pour centraliser par exemple 3 dessins de vue, ce qu'on appelle par la suite. Alors ça c'est un exemple de cartouche, ça c'est pour le système de projection, on le verra ça par la suite. Alors il faut tracer le cadre, cartouche, pareil, et je parle cette fois plus ou moins sur l'idée normalement de centraliser un dessin, c'est de laisser le même espacement à gauche et à droite, en haut et en bas d'un dessin pour le centraliser. Bien sûr en respectant l'emplacement de cartouche. Alors généralement cartouche dans format A3 en paysage, c'est plus ou moins dans cette partie là, donc ça ne va pas contenir tout l'espace ici, c'est justement pour faciliter un peu la centralisation des dessins. Donc un devoir normalement, si vous voulez, vous pouvez mettre pause normalement pour le lire attentivement. C'est un devoir que j'ai demandé aux étudiants normalement de me ramener après une semaine de travail. Et je passe vers les écritures. Alors normalement les écritures, en fait c'est une manière pour faire du texte dans le dessin. On sait très bien que le texte c'est plutôt esthétique si on le fait à la main au lieu de le faire au trace-lettre. C'est pourquoi il y a des règles à respecter pour les écritures. Pardon. Voilà, donc on peut constater deux types d'écriture. C'est ce qu'on appelle le type B droite. Ça veut dire que l'écriture elle est plutôt verticale. Ou bien des écritures type B penché. Penché, ça veut dire qu'il est incliné avec un angle bien identique dans toutes les lettres. Par exemple, de 15 degrés, ainsi de suite. Vous pouvez choisir n'importe quel angle. Alors, les dimensions générales, c'est que ce sont définies en fonction de la hauteur H. Voilà, de majuscule, c'est là. De la valeur H sont choisies parmi les dimensions ci-dessous, bien sûr, suivant un tableau 1. Sont toujours inférieures à 2,5 mm. Voilà un tableau qui contient les valeurs de H, de A, ainsi de suite. Donc un autre exemple d'écriture, comme vous pouvez constater qu'il faut respecter plus ou moins la hauteur des lettres en majuscules et de minuscules pareil, avec le respect de l'espacement entre les lettres. Alors ça rassemble quelques techniques normalement pour tracer des lignes perpendiculaires, des lignes parallèles, faire des divisions de plusieurs parties, ainsi de suite. Ça on l'a vu sous forme d'exemple. Alors je passe vers la partie de présentation par projection orthogonale. Alors la projection orthogonale, c'est que on doit faire justement la projection de ce qu'on voit sur un plan de projection. C'est-à-dire qu'on aura besoin de trois parties. Il y a l'observateur, le plan de projection et l'objet à projeter. C'est le même principe. Alors la vue, c'est en fait c'est qu'on va tracer sur un plan ce qu'on voit d'un objet. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on doit tracer des lignes de renvoi qui sont toujours perpendiculaires. C'est pourquoi on parle de projection orthogonale. Ça veut dire qu'il est perpendiculaire sur un plan. Alors justement, par la suite, donc je dois distinguer entre ce qu'on appelle les vues.
Alors, les vues, c'est plus ou moins, c'est un dessin en deux dimensions, en fait, qui est le résultat d'une projection orthogonale de l'objet sur une facette. Sur une facette, par exemple, d'un cube. C'est ce qu'on appelle un cube de projection. On va le développer, on aura vue de dessous, vue de face, vue de dessus, vue de droite, vue de gauche et vue arrière. Ça, on le verra par la suite sous forme d'exemple. Alors là, justement, pour savoir, ça c'est un objet, à titre d'exemple, ce qu'on appelle la vue de face, c'est-à-dire que je dois me positionner en face de l'objet. Donc c'est la vue principale. Pour moi, la vue de face, c'est comme si je suis là. Si je vais me déplacer ici, ça sera à gauche ou bien à droite. C'est à gauche parce que la vue de face, elle est là. C'est comme si je suis là, en train de voir. Alors la personne qui est là, c'est à ma gauche. Ça sera à ma gauche. Là, c'est la droite. Ça, c'est en haut, dessus. Ça, c'est en bas, dessous. Et derrière, c'est la vue arrière. Alors, comme vous pouvez constater que la position de l'observateur, c'est celle qui est dans le nom de vue. C'est-à-dire que pour moi, la vue de face, c'est-à-dire que la position de l'observateur, c'est en face de l'objet. Si je parle de vue de gauche, c'est-à-dire que l'observateur, il est à gauche de l'objet. Si je parle de vue de droite, ça veut dire que l'observateur, il est à droite, ainsi de suite. Vue de dessus, ça veut dire que l'observateur, il est en haut de l'objet, au-dessus de l'objet. Alors, titre d'exemple, vue de face, je suis là comme étant observateur, je suis en train de voir, l'objet il est là, et je projette les éléments, ce que je vois. Donc je vais voir cette facette, est-ce que je peux voir celle-là? Non plus. Celle-là, non plus. Celle-là, elle est cachée, hein, parce que je suis là, toujours. Je suis là, donc ce que je vois, c'est plus ou moins, il est en gris. C'est cette face, celle-là et celle-là. Alors par la suite, si je projette, donc je vais voir cet rectangle qui est là. Pareil ici, je vais voir celui-là. Ils sont là, les deux. Et par la suite, cette partie-là. Elle est projetée ici. Et voilà, le résultat obtenu, c'est ce qu'on appelle la vue de face. Pareil pour si par exemple je suis à gauche. Donc je vais voir cette facette-là, celle-là. Celle-là non plus. Donc je vais voir quelque chose de forme de L. Alors ça, on le verra par la suite. Alors, normalement, j'ai un objet ici. J'ai plusieurs positions. Au 1, au 2, à gauche. Au 4, c'est à droite. Donc c'est la vue de droite. Elle est là. Au 2, c'est à gauche de moi parce que je suis toujours en face. C'est à gauche, donc ce sera vue de gauche. Voilà, très bien. Ça, c'est vue de dessus. Ça veut dire en haut. C'est au 3. Voilà. Ainsi de suite. Alors, comme vous pouvez constater que je peux, ça veut dire fermer sur l'objet. Fermer l'objet ou bien encercler l'objet, entourer l'objet, pardon, avec un cube. Par la suite, je peux le développer après avoir les projections sur les facettes. Vers la fin, qu'est-ce que j'aurai en fait, qu'est-ce que je vais obtenir? La vue de face, ça sera positionné ici. Juste en haut, c'est vue de dessous. Vue de dessus en bas. Vue de droite. Vue de gauche à droite. Et vue arrière, justement, dans l'extrémité droite. Alors, comme vous pouvez constater que vue de face, c'est toujours au centre. Juste à côté, vers la droite, c'est ce qu'on appelle vue de gauche. Vue de gauche, il est, s'il vous plaît, votre attention, il est positionné à droite de la vue de face, mais il représente la vue où l'observateur il est à gauche. C'est pourquoi il est appelé vue de gauche. Vue de droite, l'observateur il est à droite de l'objet, mais on doit dessiner ce qu'il voit à gauche de la vue de face. J'espère que ceci c'est plus ou moins clair. Vous pouvez répéter la partie. Voilà. Donc règle de chevauchement, c'est-à-dire si j'aurai la superposition de deux traits,
un trait qui est visible et derrière qui est caché. Donc bien sûr que je vais tracer les choses par priorité, c'est-à-dire que je vais tracer le trait continu au lieu de tracer un trait interrompu. Alors par priorité, la première type de ligne normalement qui emporte les autres, c'est le continu ou très fort, soit continu soit très fort. Alors continu, donc il emporte tout ce qui est discontinu. Très fort, c'est donc trait interrompu, donc il va emporter les traits interrompus. Si les deux types de traits ils superposent, donc on donne la priorité vers le premier choix qui est ligne continue ou très fort. Donc jusqu'à la troisième qui est mixte, très mixte, fin. Voilà. Donc ici je vais parler du système de projection. Donc je peux distinguer entre deux systèmes, à savoir le système européen et le système américain. Alors justement je dis pour comprendre un peu les différences entre les deux, c'est en bref, c'est que le système de projection européen, ça veut dire le plan de projection, il est, ou bien l'objet à présenter, il est toujours entre le plan de projection et l'observateur, ceci dans le système européen. Mais par contre, dans le système américain, c'est l'inverse. C'est-à-dire que le plan de projection, c'est celui qui est entre l'observateur et l'objet. Ça, on le verra par la suite. Mais tout simplement, voilà, pour simplifier un peu les choses, alors on peut constater dans le système de projection européen, ce qui est à droite de la gauche, en fait de la vue de face, c'est la vue de gauche. Il est positionné à droite. Mais à la gauche de la vue de face, c'est ce qu'on appelle la vue de droite. C'est pourquoi, en fait, vous pouvez constater ici, hein, ce que je vois ici, ça c'est dans l'américain. Alors, ce que je vois, si je suis à droite, donc il est tracé ici. Ce que je vois si je suis en face, donc il est tracé derrière. Vous voyez? Alors par contre là, ce que je vois, je le trace sur le même plan. Voilà. Alors ça c'est pour le système américain. Alors tout simplement, pour naviguer entre les deux systèmes, j'ai dit tout à l'heure que dans le système européen, la vue de gauche, il est à droite de la vue de face. Dans le système américain, c'est l'inverse. C'est toujours ce qui est à gauche, c'est à gauche. Ce qui est à droite, c'est à droite. Donc la vue qui est là dans le système américain, c'est la vue de gauche. Ça, c'est puisqu'il est à droite de la vue de face, donc ça sera la vue de droite. Ainsi de suite. Ça c'est en haut, donc ça sera la vue de dessus au lieu de dessous. Et ça c'est la vue de dessous au lieu de dessus. Voilà, tout simplement c'est ça. Donc c'est plus ou moins la disposition des vues, il est inversé dans le système européen. Et par contre il est direct et ça reste la même nomination dans le système américain. Voilà. Donc à retenir que l'objet à présenter, il est placé entre le plan de projection et l'observateur dans le système européen. Donc des règles à respecter, c'est que la place de l'observateur, c'est plutôt la source de nom de vue. C'est-à-dire que le nom de vue, il reflète la position de l'observateur. Si je dis vue de face, ça veut dire que l'observateur il est en face de la pièce. Si je dis vue de gauche, c'est-à-dire que l'observateur il est à gauche de la pièce. La place de la vue par rapport à la vue de face est inversée dans le système européen. C'est-à-dire vue de gauche il est à droite de la vue de face. Et il faut retenir s'il vous plaît qu'on n'écrit jamais le nom des vues. Sauf que pour les exercices d'explication, pas plus. Mais généralement, pour faire un dessin normalisé, il faut enlever le nom des vues. Parce que déjà, en se basant sur la disposition, si on parle de système européen, je sais très bien que la vue de face, elle est là. Ce qui est à droite de la vue de face, c'est la vue de gauche. Vue de droite, elle est à gauche. Vue d'en haut, elle est en bas. Et vue d'en bas, il est en haut.
Et bien sûr, il nous reste la vue derrière qui est toujours présente. Il ne faut jamais inscrire les normes, ça je l'ai déjà dit. Espace entre les différentes vues demandées. Ben, il faut respecter les espacements, ça on le verra sous forme d'exercice dans la partie mise en page, dans les prochaines diapos. On peut tracer les lignes de correspondance, mais en très fin, parce que vers la fin on va les effacer. Les vues suivantes sont symétriques, à savoir vue de droite et vue de gauche. C'est-à-dire que ce que je vois à droite, plus ou moins, ça sera inversé dans la partie de gauche. Alors, quelques projections usuelles. On sait très bien que dans un cylindre, si on fait la projection latérale, c'est-à-dire que la position de l'observateur, il est juste en face du cylindre, d'une manière latérale, la projection, elle sera sous forme de rectangle. Ce que je vois, c'est un rectangle. Mais si je me positionne vers le haut, c'est-à-dire dans la vue de dessus, j'aurai quelque chose de circulaire. Voilà. La projection, si je suis en haut, ça sera circulaire. La projection, si je suis dans cette facette, ça sera rectangulaire. Voilà. Ici, on rajoute l'axe de symétrie, c'est parce que on sait très bien que ça, il est circulaire, donc ça, c'est axe de symétrie. Voilà, quelques exemples. Alors, des exercices à faire. Normalement, vue de face, c'est en A. Voilà. Donc, ce que je vois, c'est la partie rouge en bleu. Ici, il est caché par moi, parce qu'en fait, je suis toujours dans le même plan de la vue, d'ici. Alors, ceci, je ne peux pas la voir, sauf que si je suis en haut. Donc, voilà. Donc, la partie qui est vue, c'est la partie en rouge plus le bleu. Donc, ça sera cette forme. Par la suite, pour avoir la vue de droite, voilà, la vue de droite, c'est-à-dire je suis là en face, dans la position A, la vue de droite, ce sera en B. Voilà. Donc, ce que je vois en B, c'est plus ou moins cette partie-là, cette facette qui est cachée, ce sera en jaune, plus ce rectangle qui est là en bas, c'est cette partie qui est là. Ainsi de suite. Alors justement, à noter dans la vue de gauche, c'est-à-dire que je suis là, dans la position C. Je vais voir cette partie en vert, la voilà. Et j'ai tracé ici une ligne interrompue qui correspond à ce niveau-là. Ligne interrompue et correspond à ce changement de niveau. Vous voyez, ce changement de niveau, je dois là le redresser ici. C'est-à-dire que ce n'est pas la même chose qui arrive dans l'autre facette. Donc il y a un changement de niveau à ce niveau-là. C'est pourquoi je mets ici des traits interrompus, parce que je dois projeter ça sur le même plan et je dois le tracer en ligne interrompue parce qu'il est caché. Voilà, pareil pour les autres vues. Et je dois mentionner le système de projection. Alors certainement ici c'est le système plus ou moins américain, parce que vue de gauche il est à gauche, vue de droite il est à droite. Vue de dessus, il est en haut. Vue de dessous, il est en bas. Si on est dans un système européen, on va inverser les choses. Voilà. Donc, une autre application, vous pouvez bien sûr cacher les réponses, essayer de les faire. Et par la suite, vous pouvez comparer avec les résultats que vous avez ici. Donc la même chose pour cet exemple. Voilà, une face, ainsi de suite. Alors je passe vers la correspondance des vues, qui est en fait un élément très essentiel, et ça nous facilite normalement de passer rapidement pour les vues qui nous restent. Alors à partir de deux vues, on peut tracer la troisième. C'est-à-dire que je dois connaître déjà la position suivant la disposition. La vue de face elle est là, vue de gauche c'est juste à droite, vue de droite c'est à gauche, vue de dessus c'est en bas, et je peux tracer des lignes ici de 45 degrés, voilà, qui renvoient ces lignes là qui viennent de cet objet vers cet objet là. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de liaison, eh bien c'est ce qu'on appelle la correspondance.
Comme vous pouvez constater que si on a un objet dans la vue de face, ce que je vois en vue de droite, vue de gauche et vue derrière, ils ont toujours la même hauteur. C'est comme si je suis en train de faire je suis en train de tourner autour de l'objet d'une manière horizontale. Et pour la vue de dessous, vue de face, vue de dessus, ils ont la même largeur. Pourquoi? C'est parce que je suis en train de faire des rotations autour de l'objet d'une manière verticale. Alors ici, c'est ce qu'on appelle ligne de correspondance horizontale. Ligne de correspondance à 45 degrés, c'est ça. Ça, c'est ligne à 45. Donc voilà les lignes de renvoi et le segment à 45. Ça, c'est le segment à 45. Et ça, ce sont des lignes de renvoi. Voilà, sous forme d'exercice. Normalement, ici, ce que j'ai demandé, c'est de compléter des arêtes cachées. C'est-à-dire que j'ai toujours les vues. Alors, en se basant sur la vue de face, donc la position de trou, il est là. Alors, je dois savoir en fait que dans cette partie-là, pour la vue de gauche, ça c'est en face, vue de gauche, c'est comme c'était, je suis en train de voir ici, cette façon. Alors, pour moi, ce cercle-là, il est caché. Et il se trouve en bas. Donc, ça sera quelque part ici. Pour savoir l'emplacement, il faut revenir pour lire un peu ce qui se trouve en perspective de l'objet. On sait très bien que ça et ça, c'est centralisé. Donc, ce sont plus ou moins dans une droite qui est parallèle au bord de l'objet. C'est-à-dire que je peux faire l'angle déjà de la ligne de 45. Je peux faire des projections, voilà, pour savoir l'emplacement. Voilà, l'emplacement des traits interrompus pour les parties qui sont cachées, parce que c'est ce qui est demandé ici. Pareil là, normalement pour faire des correspondances de cette partie rectangulaire vers cette partie, donc il me reste là. Là, c'est pour la position de trou sur cette facette là. Parce que ça, c'est la vue de face, je suis là. Donc ça, c'est pour moi, il est caché. Et ça, c'est pour moi, il est caché. Donc ça sera un symbole de trou ici et ici, quelque part. Alors pour savoir l'emplacement déjà vers le bas, donc je dois projeter ça jusqu'à qu'il touche la ligne de correspondance de 45. Et je dois me mettre vers le haut. Pareil ici. Alors, je pense très bien. C'est la position de trou. Donc il me reste de savoir l'emplacement sur cette côté. Je sais très bien que les deux objets, vue de gauche, vue de face, ils ont la même hauteur. C'est-à-dire que je dois faire des projections sur l'objet pour savoir l'emplacement de cercle. Voilà, c'est plus ou moins l'esprit de la correspondance. Mais il faut signaler aussi que voilà, les vues ici, savoir vue de face, vue de gauche, ils ont la même hauteur. Et vue de gauche, vue de dessus, ils ont la même largeur. C'est comme si je suis en train de cercler ou bien de tourner autour de l'objet dans ce sens. Alors ça, ce sont plus ou moins des erreurs. Vous pouvez constater que la hauteur de la vue de face et vue de droite, ça doit pas être changé. C'est pourquoi ici, on peut constater qu'il y a un problème de correspondance. Donc je rappelle que les vues se sont alignées, c'est-à-dire elles commencent de même point et se terminent de même point. Donc il y a conservation de l'auteur entre les vues de droite, en face, de gauche et arrière. Voilà, donc application, on peut voilà, j'ai donné ici la vue de face. Vue de gauche, je vous ai tracé la ligne de droite qui fait en fait un angle de 45 avec l'horizontale. Et par la suite, je dois chercher la vue de dessus. Par exemple, je dois la placer ici ou bien ici. Donc, je vais mettre la droite de 45 degrés ici. Voilà. Donc, il faut signaler que la première des choses à faire pour la partie de correspondance, donc on doit commencer à prolonger les lignes de projection, ce qu'on appelle de rappel,
de la vue de face sur l'emplacement de la vue de dessus. Alors on va chercher la vue de dessus ici. Donc je vais faire, voilà, je vais faire la projection de cette extrémité pardon, qui va toucher la ligne de renvoi de 45. Donc il va être dirigé vers l'emplacement de la vue de dessus. Pareil ici. Alors, comme deuxième étape, il faut prolonger les lignes de projection, de rappel, de la vue de gauche qui est là, cette fois sur l'emplacement de la vue. Donc pas la peine qu'il touche là la ligne de renvoi de 45. Voilà. Donc la troisième étape, on peut constater qu'il y a des intersections. Donc il faut relier les nœuds qui sont les intersections pardon, pour construire la vue de dessus. C'est-à-dire qu'à partir des nœuds, des intersections, voilà. Donc je peux tracer la partie que je dois voir dans la vue de dessus, voilà, qui est logique. Hein. Si on se trouve en haut de l'objet, donc je peux faire en fait, je peux avoir la forme de rectangle. Voilà notre exemple. Pareil, donc je prolonge. Voilà, je prolonge les lignes de projection. Pareil. Donc j'aurai bien sûr des nœuds ici. Voilà, comme vous pouvez constater, j'ai fait ligne de rappel, de renvoi ici. C'est parce qu'en fait j'ai ici une différence de niveau. Voilà. Donc par la suite, je dois tracer ce qu'on appelle les nœuds et les relier bien sûr pour avoir le résultat final qui correspond à la vue du dessus. Voilà autre exercice. Normalement, donc on se base sur la même chose pour avoir le même résultat. Et voilà, comme dernier exemple. Voilà. Donc normalement, soit en se basant sur la vue de droite et vue de face pour tracer vue du dessus. Dans cette fois, la règle de renvoi ou bien la règle de 45 degrés, il est à gauche, ou bien se basant sur la vue de gauche et vue de face pour tracer la vue du dessus. Alors cette fois-là, la règle de 45, ou bien l'axe de 45, ce sera à droite. Alors il y a ces deux possibilités, soit à gauche, soit à droite de la position de la ligne de 45. Donc dernier point normalement que je vais aborder, c'est plus ou moins le choix des vues. C'est-à-dire qu'il y a des vues qu'on n'aura pas besoin par exemple, ou bien contient les mêmes informations. Donc on doit se débarrasser pour laisser un nombre de vues minimal qui donne le maximum d'informations. Par exemple, dans ce cas-là, je peux constater, voilà, que la vue, voilà, la vue de dessous, la vue derrière et la vue de droite, ils ne donnent pas assez d'informations. Ou bien ils sont déjà renseignés dans les autres vues, donc pas la peine qu'on va les dessiner. Donc je peux les supprimer. Donc ça me suffit 3 vues normalement pour décrire l'objet qui est là. Il y a des fois vraiment que certaines pièces peuvent être représentées à l'aide de 2 ou d'une seule vue. C'est comme c'était le cas pour un cylindre, ou bien des cônes de révolution, des sphères, des boules par exemple, exemple ballon de football. Donc je laisse la mise en page d'un dessin vers la prochaine vidéo. Donc là je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. À la prochaine.